Allez, nouvelle petite vidéo. On va bien rigoler aussi, puisque Laurent a bien l'air de rigoler. Bah, moi aussi, je vais un peu rigoler en appuyant sur les mêmes chiffres. Première chose, page de Wikipédia sur la Suède. Donc, alors je vous rappelle que les 3 pays qui vont m'intéresser font partie de cette péninsule où au milieu se trouve la Suède. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est qu'ils sont à peu près 10 313 000 et on a une densité de population de 23 habitants au kilomètre carré. Et je vais parler également de la Norvège, d'accord, c'est les petits copains, donc c'est sur la bande extérieure est. Voilà, alors, donc il fait partie de cette péninsule et nous sommes à 5 380 000, donc on va dire 2 fois moins, avec une densité de 14 habitants au kilomètre carré. Et enfin, l'autre pendant, côté frontière russe, nous avons la Finlande, avec également une population de 5 500 000, légèrement un peu plus, mais enfin on va dire 2 fois moins que la Suède, avec une densité de 16. Voilà, donc ça c'est les ordres de grandeur. Et pourquoi je vais comparer ces 3 pays? Parce que ce sont considérés comme les pays scandinaves. Donc même type de culture, même type de morphologie, même type de cuisine, etc. Donc pas mal d'éléments communs de comparaison. Et puis on va utiliser l'outil en question. Allez, c'est parti. Alors je vais comparer quoi? Qu'est-ce que je vais comparer? À minima quelques critères qui sont la mortalité et puis le taux d'admission dans les urgences, on va dire. Alors où c'est que c'est? Hospital admission. Alors, alors, on va commencer peut-être par la mortalité. Ce sera peut-être plus flagrant. Case fatality rate. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Confirm death, voilà. Alors, ça, ce sont les morts confirmées. Alors là aussi, on peut croire ce que l'on veut. Mais donc, j'ai mis également la France en comparaison. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un rapport 2 dans la population. Et donc, on va prendre à partir de novembre, allez, on va dire là, cette période-là, de janvier. Donc, nous avons un rapport de 12,6 morts par million d'habitants en Suède. Et à contrario, on est à 1,13 morts par million d'habitants en Norvège et en Finlande. Alors pourquoi je compare? Parce que ces 2 pays, Finlande et Norvège, eh ben, eux ont appliqué les règles de restriction, etc. Donc couvre-feu et toute compagnie, contrairement à la Suède. Donc déjà, on a quasiment un rapport 10 sur le nombre de morts dans cette période-là. La France, qui a appliqué les règles, fait mieux sur cette période-là. Donc là, entre janvier et février, la Suède s'est pris une grosse claque, a voulu laisser libre, vous voyez, ça commence. Et là, on a un rapport facilement. Allez, là, on a un rapport 4. Je rappelle qu'il y a un rapport 2 de la population. Donc tout le temps, on est plus mauvais. Donc ce qu'il faut regarder, c'est à partir de 2, vous mettez la barre à 2, et puis grosso modo, si vous êtes au-dessus, c'est que vous êtes plus mauvais. Donc on voit que la majorité du temps, avec des règles non liberticides, on est plus mauvais. Donc ça, c'est sur les morts. Et puis on va regarder également sur, je sais plus ce que c'est, sur les patients hospitalisés. Ça alors, même genre de courbe, c'est encore pire. Donc la France, évidemment, on n'est pas bon, mais ça, je ne compare pas. Mais vraiment, là aussi, avec les règles de liberté, on a encore un rapport. Vous voyez, Sweden, 287 admissions par million d'habitants, on est à 33. Donc on est un peu moins d'un rapport 10. Donc bien au-delà du rapport 2, donc on est entre 5 et 6 fois plus. Donc moralité sur ces 2 critères-là, mortalité d'admission en hôpital, on montre bien que l'impact des effets du couvre-feu, etc., ce qui a impliqué la Finlande. Alors pourquoi nous, on n'a pas eu d'aussi bon effet que la Finlande et la Norvège? Moi, je raisonnerais plutôt à l'inverse. C'est qu'en fait, notre couvre-feu, on l'a pas vraiment respecté, etc. Donc, c'est notre côté latin qui fait que, voilà, on a eu plus tôt des soucis et du coup, c'est, malgré le couvre-feu officiel, personne ne le respectait. Donc, dans des populations qui respectent à peu près un peu plus l'esprit germanique, entre guillemets, un peu plus, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, il y a peut-être un effet de la densité, mais bon, c'est pas non plus génialissime. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau vaccin, bon, là, on a rattrapé. Et admission, ICU, intensive care. Alors là, il n'y a pas tous les chiffres de tout le monde. Une deuxième petite partie, je vous invite à lire cet article qui est en préprint sur HAL. Donc HAL, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le dépôt officiel des publications de la recherche française, c'est le pendant d'Archive à Stanford. Donc tout chercheur, enseignant-chercheur doit déposer au moins un préprint là-dessus avant publication dans un journal ou dans un journal de conf. Donc c'est fait par Hervé Sey, ça s'appelle Hydroxine et Covid-19, résumé d'un an de controverse, c'est en français, donc c'est plus facile d'accès pour l'un d'entre vous.
Et donc, on apprend un peu, finalement, au bout d'un an, plus d'un an et quelques mois de recul, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi il y a eu tant de débats. Alors, en fait, s'il a été accusé de manipulation, notamment avec le Lancetgate, on s'aperçoit que finalement l'équipe Raoult a aussi bien joué avec les protocoles, la façon de faire. Et cet article résume un peu les choses. Et notamment, bon ben alors donc notamment en parlant dans un premier temps de son premier article, où la cohorte était relativement faible, 26 patients dans le groupe HCQ et 16 de l'autre côté dans le groupe contrôle. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, le critère qui permet de juger l'efficacité, c'est la charge virale et pas la mortalité. C'est quand même un peu bizarre pour un peu, comme ça paraît plus important, de juger l'efficacité sur la mortalité. Et notamment les jours d'échantillonnage un peu disparates, notamment avec des tests qui s'avèrent en fait pas tellement, on va dire, sensibles au bout d'un certain nombre de jours. Et donc finalement, naturellement, on aurait été tous négatifs, ce qui prouve pas que le traitement est efficace, c'est qu'au bout d'un certain temps, finalement, tous les tests le sont. Et donc, c'est ça qui chagrine. Mais en fait, ce qui pose vraiment problème déjà dans ces premières études, c'est que dans le groupe HCQ, ben, en fait, il y a eu au cours du temps ben, une manipulation des groupes, c'est-à-dire des patients qui se retrouvaient dans le groupe HCQ se retrouvent dans le groupe contrôle. Et forcément, comme dans les vases communicants, ben, s'il y en a un qui est meilleur, ben, hop, si vous descendez, ben, l'autre remonte. Et donc, ça veut dire qu'en termes, par exemple, de p-value, et ben, si vous rajoutez un mort qui passe du groupe HCQ au groupe contrôle, ben de suite, c'est plus statistiquement significatif en termes de p-value. Et c'est ce qui se passe, en fait, ce qui a été fait. Donc, c'est très bien dit ici, cette omission est au moins compréhensible que l'auteur mentionne un décès et 3 envois en réanimation qui ont tous eu lieu dans le corps traité à l'HCQ. Donc, vous voyez, il y a entre un mort et 3 en réanimation qui sont passés dans le groupe contrôle, forcément. Hop, ça a tendance à favoriser ou à défavoriser. Donc ça, évidemment, ça a été quelques mois après, plus de 10 mois après, ça a été corrigé, évidemment écrit en petit, dans une note publiée de Raoul. Ah voilà, et puis il nous parle de ce test-là, par RT-PCR, donc il semblait peu fiable puisque le statut virologique de plusieurs patients fluctuait de manière erratique au fil des jours, positif d'un jour, négatif le lendemain. Plusieurs types de manipulation des données et de modification des méthodes d'évaluation venaient également à valider l'analyse. Les patients traités à l'HCQ et dont l'état s'était détérioré étaient exclus des statistiques. Donc ça, c'est clairement une manipulation au cours du protocole, améliorant artificiellement, voilà, hop, l'apparence des résultats. Des données manquantes étaient remplacées par des extrapolations. Donc voilà pourquoi carrément. Bon, ça me choque pas spécialement, mais bon, il faut le mentionner. L'effet du traitement a été mesuré par une méthode de test d'hypothèses multiples connue pour générer un nombre de faux positifs important. Et les patients de la cohorte traitée à l'HCQ tentaient à être à un stade plus avancé de la maladie. Donc, dans le groupe contrôle, en fait, il y avait des gens qui étaient déjà bien malades avec plein de comorbidités. Donc, en fait, finalement, ils allaient à tendance à mourir. Donc finalement, dans le groupe HCQ, des gens un peu plus jeunes, un peu mieux portants, voilà, et dans le groupe contrôle, ben, il y a le reste. Donc forcément, ça a tendance à biaiser un peu les résultats fortement. Blablabla, le prix de manipulation, les auteurs pensaient avoir un effet bénéfique au traitement, spécialement dans une sous-cohorte de 6 patients qui avaient également été traités à la zyklome, machin chose. Alors, donc, après, il parle du taux de létalité. Donc, si en fait, on ramène le taux de létalité initialement annoncé à 0,7%, en fait, si on remet les 2 morts qu'il y a eu, voire 3, eh bien, on passe entre 0,9 et 1,2%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carte de France à la fin qui montre un peu les mortalités. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 24 départements qui ont fait mieux que les Bouches-du-Rhône en termes de mortalité. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Donc, c'est pas non plus parmi les meilleurs. Et puis surtout que ce chiffre va prendre une claque si on remet les 2 à 3 morts qu'il y a eu, qui ont été réajoutés 10 mois après. Alors, c'était... alors, où c'est que c'est écrit ? Alors, en fait, une stratégie un peu malheureusement commune dans tous ces papiers-là, c'est que les groupes ne sont pas homogènes en termes d'éléments. Et donc, forcément, il y a des effets de biais de sélection, de biais de composition de cohorte qui va forcément de facto faire croire qu'une méthode fonctionne. Et donc, c'est un peu expliqué ici, c'est comment ils ont malheureusement biaisé la composition des 2 groupes. Donc, c'est pas des groupes randomisés, malheureusement. Et donc, ils ont, par exemple,
tous les patients prenés en charge n'étaient pas aptes à être traités à l'HCQ plus AZD machin, notamment les patients présentant des électrocardiogrammes subjectifs d'un risque cardiaque, ils ont été versés dans le groupe contrôle. Donc en fait, on avait vraiment dans le groupe contrôle des gens qui un peu plus à risque, un peu plus en mauvais état entre guillemets. Et ça, c'est un biais de constitution. Hein. C'est pas donc on pioche pas dans la même densité. Alors voilà. Montrer les patients traités, blablabla, l'issue plus favorable que les patients d'accord de contrôle, baisse du risque d'envoi en réanimation au décès, raccourcissement du blablabla. Mais puisque la cohorte dite contrôle était constituée de patients plus fragiles, il est impossible d'attribuer ces bénéfices au traitement lui-même. Voilà, donc là, voilà, c'est une raison qui explique finalement sur ce petit échantillon pourquoi dans un premier temps on a eu des bons résultats pour le groupe. Alors là, c'est ce que j'ai un peu parlé, c'est que finalement le taux de mortalité dans la première vague épidémique était de 15%. Or, 24 autres départements a fait mieux sur 93. Bon, c'est pas mal, mais on fait mieux. Et surtout, si on ramène les 2 morts qu'il y a eu, bah là, on tombe carrément dans la moyenne. Donc, pas spécialement. Il a été beaucoup répété que tu as un vieux médicament dans les effets secondaires bien connus, blablabla. Voilà, alors une étude rétrospective réalisée par les données accumulées avant l'épidémie montre que si le traitement ne s'étalait pas sur une courte période, les patients traités par l'HCQ pour les problèmes ont rarement souffert d'effets secondaires. Parmi ces centaines de milliers de patients, certains avaient dû temporairement prendre un traitement antibiotique en supplément. Et donc finalement, la même étude a donc pu comparer les méthodes, l'HCQ plus AZD, patients traités avec l'HCQ seul, et donc bithérapie dont le risque voilà. Donc en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est aussi la surmortalité qui a été entraînée par les problèmes cardiaques avec ça. Alors ce que je voulais en parler et résumer, donc c'est les essais cliniques randomisés et non randomisés. Et finalement que il y a un site, il parle du site HCQ Meta, qui annonce recenser des essais, y voir la preuve d'une certaine efficacité des traitements de l'hydroxychloroquine. En réalité, même pour un traitement inefficace, complètement placebo, eh ben, on trouvera toujours une étude qui va montrer l'efficacité d'un traitement placebo. Donc ça, c'est les statistiques qui veulent. Mais en fait, d'une manière générale, la compilation de ces résultats disparates, loin de démontrer un effet bénéfique du traitement dans un score de clinique à géométrie variable, mortalité, durée d'hospitalisation, détection de l'ARN viral ou non, témoignent au contraire de leur irréproductibilité et de leur sensibilité aux aléas petits effectifs. Donc grosso modo, si on a des résultats comme ça, un coup ça montre que c'est efficace, un coup c'est pas efficace, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas une décision collégiale de l'efficacité de ce traitement-là. Donc ce que je vous disais depuis un petit moment, c'est que il n'y a pas été montré une efficacité claire de ce combo-là. Plusieurs méta-analyses ont compilé les résultats d'une grande variété d'essais cliniques menés dans les conditions très diverses, voire blablabla. Les résultats de ces méta-analyses tendaient à montrer que l'HCQ, avec ou sans AZI, était inefficace pour réduire la mortalité ou la sévérité des symptômes. Donc ce sont pour moi les 2 critères les plus importants, mortalité et l'impact dans l'hospitalisation. Donc en fait, voilà, et puis ils ont montré que les études un peu positives des faiblesses méthodologiques, voilà. Donc c'est ce que d'ailleurs dans Laurent, ton dernier article que tu souhaites montre avec le zinc. Donc on ne sait pas si c'est pas que le zinc qui montre, mais ce que je voudrais bien lire, c'est la revue, voir comment les groupes ont été constitués, si on n'a pas mis que des malades d'un côté et que des gens pas trop mal de l'autre, et donc du coup qui montre, donc il y aura un biais de sélection. Alors, 1 an plus tard, la controverse est essentiellement éteinte. L'HCQ n'est plus perçue comme un traitement efficace et bon marché qu'elle avait pu être au printemps 2020. Outre la succession d'échecs et de traitements des essais cliniques, il est apparu que sa mise en œuvre était coûteuse, nécessitant une surveillance hospitalière dont la facturation a soulevé une nouvelle polémique. Et oui, le médicament lui-même coûte pas cher, mais par contre, si vous avez 10 infirmières pour surveiller les problèmes cardiaques, ben, vous perdez le bénéfice financier de moins. Voilà, donc le monde médical et scientifique aura douloureusement expérimenté le principe de la communication à l'heure de la post-vérité à court terme. Donc voilà, à court terme, un mensonge asséné avec si bien de conviction, un inaudible discours rationnel et honnête de l'approche scientifique. Bon, pas de déclaration d'intérêt. En fait, bon, on a vraiment dans cette crise vu un peu les vendeurs de vérité. Chacun se croit expert, donc l'anticrépidarianisme à outrance. Et
Et donc finalement, des gens, des médecins, peut-être bons praticiens, ne sont pas forcément des bons statisticiens, ne savent pas faire des groupes contrôle correctement, ça en est la preuve. Alors est-ce que ça a été fait de façon intentionnelle ou non? Là donc du coup, on peut se poser la question, parce que quand on enlève des éléments d'un groupe pour le mettre dans l'autre, forcément par le vase communicant, ça biaise tous les résultats et l'interprétation. Et aussi, ce que je veux souligner, c'est que c'est toujours facile d'expliquer l'histoire après quand on la connaît, la vérité. C'est comme un système de contrôle. Évidemment, les résultats d'un contrôle en boucle fermée est beaucoup plus performant qu'en boucle ouverte. Or, je vous rappelle qu'au début de la crise, on ne savait pas. Donc, on ne savait rien. Il fallait prendre des décisions. Et donc, évidemment, on a privilégié le pire. Peut-être on a trop confiné, mais non, on ne savait pas la mortalité. On ne savait pas qu'elle allait se stabiliser. Et puis, on a trouvé des traitements au bout de 6 mois. Donc voilà, on ne savait pas. Et moi, je tiens à le rappeler que quand on est aveugle au niveau de l'avenir, quand on n'a pas ces éléments de réponse, on prévoit la politique du pire, donc le confinement. Je rappelle que si le taux de mortalité ou le taux d'incidence en réanimation n'avait été, par exemple, que de 1 ou 2% de plus, on a frisé déjà l'explosion du système hospitalier, et du coup, c'est un effet, un effet domino, c'est-à-dire que si les hôpitaux sont saturés, après, il y a plein de choses qui seraient déréglées et on aurait eu une catastrophe de plus grande ampleur. Donc, moi, je trouve que c'est super facile d'expliquer les choses une fois qu'on connaît tout, qu'on a tous les éléments. Oui, ça, c'est facile. On aurait pu arrêter l'invasion allemande si on en avait su par où ils étaient passés, d'une manière générale. Enfin bref, on va pas réinventer l'histoire. Donc, moi, à leur place, je sais pas ce que j'aurais fait en fait. Mais ils ont été lents, ça c'est sûr. Je trouve qu'ils ont particulièrement réussi cette deuxième partie de vaccination. On est en train de rattraper, de mettre les bouchées doubles. Donc je pense que les Français ont un peu compris que toute cette vague conspi, ça a été vraiment contre-productif. Ils sont fait complètement bourber la tête. Et là, les gens sont en train de se réveiller et en train de voir les chiffres, etc., tout simplement. Et donc, on verra la surmortalité associée avec ces vaccins ARN. Je rappelle que ça ne rentre pas dans le génome. Je rappelle que, comme tout aliment, vous avez la fabrication de protéines par message ARN dans les éléments que vous mangez, donc c'est un peu le même processus. Voilà, donc il faut un peu démystifier tout ça. Donc on résume, la Suède a eu tort de déconfiner ou de ne pas impacter ses règles comme a fait ses deux proches voisins, même type de population. Voilà, donc on l'a vu, un facteur 5 en tout en hospitalisation et en mortalité. Et l'hydroxychloroquine statistiquement insignificatif. Hein, voilà. Avec le zinc, peut-être, mais à voir. En tout cas, ce n'était pas la solution.